Donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle visioconférence qui est proposée par l'équipe du groupe Élucité eTwinning. Juste pour rappel, ce groupe a été constitué à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et c'est aujourd'hui notre dernière visioconférence, qui ne veut pas dire que c'est la dernière visioconférence proposée par le Bureau national. Donc, pour cette visioconférence, nous avons fait le choix de revenir sur cette notion de citoyenneté européenne et pour répondre à la question à quoi correspond le statut de citoyen européen, nous avons fait appel à un spécialiste de l'enseignement supérieur, Sébastien Martin, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Il vient de nous montrer la diapositive et qui va se présenter dans un instant. Contrairement aux visioconférences précédentes, nous n'aurons pas de présentation de projet eTwinning. Nous vous invitons, comme dans les visioconférences précédentes, à poser vos questions dans le chat que nous relayerons auprès de M. Martin. Et en fin de visioconférence, donc l'association Actio Civis Association fera une courte intervention pour présenter son action. Je pense qu'il y a un étudiant ou deux étudiants qui se présenteront. Voilà, Monsieur Martin, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et puis voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous pour m'avoir invité et donc pour revenir sur cette notion. Donc, je suis effectivement enseignant à l'Université de Bordeaux. Je suis spécialiste de droit de l'Union européenne notamment. Et donc, j'ai en charge depuis plusieurs années du cours de deuxième année, de troisième année, portant donc sur le droit de l'Union européenne. Donc, je suis un juriste, je vais vous présenter un peu les choses de manière très juridique, mais j'essaierai évidemment de l'agrémenter de remarques un peu plus généralistes. Mais l'idée est, voilà comment, dans mon cours, j'évoque cette question de la citoyenneté de l'Union européenne à des étudiants donc, français principalement, mais aussi des étudiants qui sont, pour un certain nombre, inscrits à l'université dans le cadre d'Erasmus et donc qui, eux aussi, ont finalement découvrent le cadre juridique de la citoyenneté de l'Union européenne à travers ça. Donc, pour commencer, j'ai souhaité revenir sur la notion avant de voir un peu plus tard sur les diapositives suivantes les différents droits qui sont reconnus à celui-ci. Donc, revenir à la notion même de citoyen de l'Union européenne, puisque si sur le plan strictement juridique, il existe bien un citoyen de l'Union européenne, il n'existe pas en revanche de citoyenneté européenne. Et l'élément peut être un peu peut paraître un peu accessoire ou en tout cas assez différent, mais sur le plan juridique, c'est quand même important. L'idée, en fait, c'est que lorsque, au niveau du traité de Maastricht, lorsqu'il a été signé en 1992, il a été question de développer cette notion, eh bien évidemment, un certain nombre d'États n'étaient pas forcément tout à fait favorables à ce qu'on puisse reconnaître cette idée de citoyenneté européenne, puisque la question, évidemment, se heurte frontalement à la question, et on le voit bien encore aujourd'hui, à la question de la citoyenneté nationale, de la souveraineté de chaque État qui sont membres de l'Union européenne. Donc le choix qui a été fait, c'est de créer une citoyenneté de l'Union européenne de superposition. Et on le voit, en fait, on voulait tellement que ça soit bien clair pour tout le monde qu'on l'a inscrit dans les deux traités qui sont aujourd'hui de droit positif, donc les deux traités qui sont issus du traité de Lisbonne et qui sont donc en vigueur. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme l'article 9 donc, du traité sur l'Union européenne, nous parle bien d'une citoyenneté de l'Union qui s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. Donc, deux dispositions qui, on voit, c'est la dernière phrase de chacun
des citations que j'ai mis dans le diaporama, hein. On a quelque chose qui s'ajoute et qui ne remplace pas. L'objectif étant pour les États, qui sont les rédacteurs des traités, eh bien de reconnaître, mais de protéger aussi la citoyenneté nationale. Donc, on a une citoyenneté de l'Union et pas une citoyenneté européenne non plus, parce qu'en réalité, il faut être citoyen d'un État membre de l'Union européenne pour avoir cette citoyenneté. Et évidemment, on le sait, hein, tous les États européens ne sont pas membres de l'Union européenne. Et c'est un élément qui est d'actualité assez récente quand même. Le fait pour le Royaume-Uni d'avoir quitté l'Union européenne, d'avoir cessé d'être membre de l'Union européenne, a fait perdre à ses ressortissants eh bien, cette citoyenneté de l'Union européenne. Et c'est un élément qui est, somme toute, assez fort, puisque c'est un exemple parmi d'autres, mais un certain nombre donc, de professions sont réservées à des citoyens de l'Union européenne, notamment dans le cadre de la fonction publique nationale. Eh bien, seuls les citoyens de l'Union peuvent y accéder. Et bien évidemment, le fait pour les citoyens du Royaume-Uni d'avoir pu entrer dans la fonction publique du fait de cette citoyenneté de l'Union suite au Brexit, a causé des vraies difficultés qui ont dû être résolues par chacun des États de la façon, par exemple, comme pour la France, tout simplement en adoptant une loi autorisant ceux qui étaient déjà fonctionnaires de rester membres de la fonction publique. Donc, on voit bien, hein, c'est une citoyenneté qui n'est pas attachée à la personne, mais bien une citoyenneté qui est attachée à l'État, membre de l'Union européenne. Et d'une certaine manière, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur les différents droits, mais c'est peut-être une des raisons qui explique qu'un certain nombre de citoyens des États membres de l'Union européenne n'ont pas forcément conscience de cette qualité qui est la leur de citoyens de l'Union européenne. Donc, voilà pour la notion de très générale. Je vous assure, ça sera le seul. Je ne veux pas vous noyer avec les jurisprudences, mais c'était un exemple assez intéressant parce que si on a une citoyenneté de l'Union qui est vraiment collée à la citoyenneté d'un État, une fois qu'on a la citoyenneté d'un État, eh bien, on ne peut pas empêcher un citoyen de revendiquer sa citoyenneté de l'Union européenne. L'affaire, pour la résumer, était assez simple. On avait un individu qui avait une citoyenneté d'un État tiers à l'Union européenne, qui avait fini par acquérir la citoyenneté d'un État membre de l'Union européenne. Et les États, pour certains, finalement, avaient, dans certaines législations, mis des barrières à des nouveaux nationaux, et notamment pour accéder à certaines professions, etc. etc. L'affaire ici est donc la suivante. L'État, finalement, ne se laissait pas convaincre par le simple fait d'avoir quelqu'un qui avait la nationalité d'un État tiers, d'un État membre, et reprocher, entre guillemets, le fait qu'il ait une nationalité d'État tiers et donc imposer des conditions supplémentaires. La Cour de justice dit, une fois qu'on a la citoyenneté de l'Union européenne, par contre, eh bien, tous les droits qui sont attachés avec, tous ceux qu'on va voir donc, en suivant, eux, eh bien, ils doivent bénéficier pleinement et entièrement à cet individu, et j'ai envie de dire, tant que celui-ci bénéficie bien de la citoyenneté de l'Union européenne. Autrement dit, du point de vue européen, c'est clair, il y a bien une citoyenneté de l'Union, un statut qui doit bénéficier à tous, au moins le temps que dure cette nationalité de l'État membre de l'Union européenne. Donc, premier des droits, c'est peut-être celui qui est le plus ancien et celui qui a ouvert la voie finalement
un statut hein, de citoyen de l'Union européenne, c'est le droit de vote et d'éligibilité dans le cadre de l'Union européenne, c'est-à-dire tout simplement au moment des élections des députés au Parlement européen. Donc on est ici donc, sur une disposition qui nous explique que l'Union est bien une démocratie représentative, mais, et c'est l'élément, le paragraphe 2, hein, qui est le plus important du point de vue du droit institutionnel, on a un Parlement européen qui est élu par des citoyens des États membres de l'Union européenne. Depuis, on le sait, la première élection date de 1979. Et donc, on a un Parlement européen qui est déconnecté, entre guillemets, hein, de l'État pour être véritablement l'institution de représentation des citoyens, de l'Union européenne. Et donc, eh bien, depuis qu'on a mis en place ces élections en 1979, tous les 5 ans, l'ensemble des citoyens de l'Union européenne participent à ces élections, tant pour élire que, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, être élus. Et vous le savez, hein, finalement, le citoyen de l'Union peut être électeur ou élu quel que soit l'État membre dans lequel il habite, peu importe sa nationalité. Et c'est un exemple très connu, hein, mais Daniel Cohn-Bendit a longtemps européen sur des listes françaises, alors qu'à l'époque, il n'était qu'un citoyen allemand, il n'avait pas encore obtenu la naturalisation française. Donc on a cette possibilité. Peut-être une petite remarque, néanmoins, même si on a évidemment hein, ce Parlement européen qui représente les citoyens de l'Union européenne, les élections européennes ne sont pas harmonisées au niveau de l'Union européenne. Elles restent déterminées par chaque État membre. Autrement dit, eh bien, même dans ce système-là où on voudrait peut-être que seule l'Union européenne décide des règles du jeu, eh bien, en réalité, chaque État détermine le jour de l'élection, le mode de scrutin, et etc., etc. On a donc ces différences qui persistent toujours, mais l'élément pour le citoyen européen, c'est bien celui-ci le plus important, pouvoir voter et pouvoir être élu comme député au Parlement européen. Deuxième droit de vote et d'éligibilité reconnu aux citoyens de l'Union européenne, eh bien, c'est celui qui est prévu à l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui, lui, date du traité de Maastricht et qui avait suscité un certain nombre d'interrogations. On revient à cette idée que les États n'étaient pas forcément tout à fait favorables à cette idée de citoyenneté et qui a nécessité pour les Français une révision de la Constitution, puisque c'est la possibilité qui est reconnue aujourd'hui à tout citoyen de l'Union qui réside dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, eh bien de pouvoir avoir un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre d'accueil où il réside. L'idée est évidemment très, très importante, puisque c'est quelque chose qui existe ailleurs dans le monde. Néanmoins, on a une situation vraiment très, très particulière, puisque la plupart des États européens n'ont pas reconnu ce droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à d'autres citoyens qui n'ont pas la nationalité française, en dehors de celle qui est reconnue donc aux citoyens de l'Union européenne. On a donc une vraie différence entre les citoyens de l'Union européenne et les autres étrangers, citoyens d'États tiers à l'Union européenne. Là aussi, finalement, c'est un élément très, très important et on voit que c'est parmi les droits politiques les éléments les plus importants. Le droit de vote est total. Le droit d'éligibilité, en revanche, est plus limité. On le sait peut-être moins, mais les citoyens de l'Union qui n'ont pas la nationalité de l'État peuvent être membres du conseil municipal. En revanche, ils ne peuvent pas exercer les fonctions de maire ou d'adjoint au maire dans la mesure où, en fait, ces personnes exercent des fonctions de souveraineté et
seuls les nationaux peuvent exercer la souveraineté, seuls les nationaux peuvent engager la responsabilité de l'État. Et même si ce sont des communes, pour la France, eh bien, elles engagent quand même une responsabilité de l'État. Et donc, le droit de vote, enfin, le droit d'éligibilité, pardon, est vraiment donc restreint de ce point de vue-là, mais c'est quand même un élément assez favorable par rapport, comme je le disais, aux autres citoyens de l'Union, d'États tiers à l'Union européenne. Donc voilà pour les droits politiques. Rapidement, le droit à l'initiative citoyenne, c'est un élément qui est moins connu, mais qui est quand même très facilement utilisé par un certain nombre de citoyens qui sont sensibilisés à la question. Et donc, il est possible, hein, c'est ce que nous dit l'article 11 du traité sur l'Union européenne, eh bien de voter, enfin de rassembler 1 million de suffrages en faveur d'une proposition de loi européenne, une proposition de directive ou de règlement. Alors, les choses sont assez simples. Si des citoyens de l'Union européenne souhaitent que les institutions de l'Union européenne investissent un champ, eh bien, ils vont pouvoir déposer une proposition sur une plateforme qui est gérée par la Commission européenne. Sur cette plateforme où sont récapitulées toutes les initiatives en cours ou celles qui ont été évidemment ouvertes puis fermées, on peut les retrouver également. Mais sur toute cette plateforme, eh bien, tous les citoyens de l'Union européenne peuvent consulter les offres, entre guillemets, et soutenir ou non les propositions qui sont faites. Une fois que on atteint le chiffre du million et que il y a des représentants de plusieurs États membres de l'Union européenne, eh bien, la Commission européenne est tenue d'examiner l'initiative qui est faite. Autrement dit, elle doit analyser principalement le fait de savoir si ça relève bien de la compétence de l'Union européenne. Ce système fonctionne plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'au départ, il était assez souvent inefficace, improductif, dans la mesure où eh bien, on avait demandé à la Commission d'intervenir dans un champ qui ne relevait pas de sa compétence. Et donc, évidemment, la Commission européenne était obligée de rejeter cette initiative citoyenne. Aujourd'hui, les partis, les citoyens qui connaissent cette formule la maîtrisent mieux et on a des systèmes qui fonctionnent plutôt de manière efficace. Et donc, on a finalement ici cette idée que les citoyens ne peuvent pas proposer directement un texte au Parlement européen ou au Conseil, mais ils la proposent à la Commission et si la Commission considère que l'initiative est bonne et rentre bien dans ses compétences, j'insiste, eh bien, elle va pouvoir faire une proposition de texte au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure législative ordinaire. Et l'idée est donc, les citoyens peuvent avoir l'initiative de l'initiative, comme on dit sur le plan juridique, mais on voit que c'est des thématiques aujourd'hui assez importantes pour la communauté politique en France. On voit que déjà au niveau de l'Union européenne, ça fonctionne et donc on aurait peut-être aussi à s'inspirer de ce qui existe à ce niveau-là. Donc voilà, j'en ai terminé pour les droits politiques. On va voir les autres droits et notamment donc un droit qui est à la fois extrêmement important comme celui que l'on verra juste après, mais qui est en fait quelque chose qui préexiste bien avant le traité de Maastricht et qui a toujours été présent, c'est le droit à la non-discrimination. Autrement dit, les citoyens de l'Union bénéficient de ce droit depuis très longtemps et l'idée, quand on est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, eh bien, on ne doit pas être moins bien traité que tous les nationaux des autres États membres de l'Union européenne. Pour le dire donc plus simplement, un citoyen de l'Union européenne en France, qu'il ait la nationalité belge, italienne, lettonne ou espagnole, eh bien, doit être traité de la même façon que
les citoyens français. Et ces éléments-là, évidemment, ne valent que dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Et donc, et c'est la diapositive suivante, cela s'applique véritablement à la question de la libre circulation et le libre séjour sur le territoire des États membres. On doit avoir la possibilité d'arriver dans un État dans les mêmes conditions qu'un national. On doit avoir la possibilité d'avoir les conditions de séjour pour travailler, pour étudier ou pour faire du tourisme ou passer sa retraite. On doit avoir les mêmes conditions que le national. Alors, l'idée, elle est résumée donc à cet article 21. La directive 2004-38, qui est un texte fondamental pour le citoyen de l'Union européenne, va repréciser évidemment toutes ces conditions à la fois donc, de droit de libre circulation et de séjour, puis évidemment le droit à la non-discrimination pour le citoyen de l'Union. L'idée est donc la suivante. Vous avez effectivement un droit à la non-discrimination et donc à la libre circulation et au séjour, à condition soit de faire du tourisme, donc en gros, vous ne restez pas plus de 3 mois, et si vous restez plus de 3 mois, eh bien là, il va falloir démontrer que vous avez un travail, vous faites des études, vous avez les moyens de ne pas être une charge pour le système social de l'état d'accueil dans lequel vous vous installez. Donc, on a aujourd'hui un droit qui est relativement favorable aux citoyens de l'Union et donc à leur possibilité de circuler et de s'installer dans les États membres de l'Union européenne. Néanmoins, on a quand même un certain nombre de limites. Celle-ci, le fait de ne pas être une charge pour l'état d'accueil, mais aussi, évidemment, toujours la même chose, il existe toujours la possibilité d'invoquer un motif d'ordre public, notamment, pour qu'un État membre puisse se séparer, entre guillemets, d'un citoyen de l'Union. Autrement dit, lorsque celui-ci n'a pas la nationalité de l'État d'accueil et qu'il présente véritablement des risques pour l'ordre public, eh bien, il sera éventuellement reconduit à la frontière via les différents systèmes administratifs. J'avais fait une référence à l'affaire Garcia-Avelo. Je vais le passer parce que le temps passe et pour ne pas rester trop long sur ces aspects-là, mais on a évidemment tout un tas de jurisprudences qui viennent illustrer évidemment un certain nombre de choses sur ces éléments-là. Les droits qu'on va voir maintenant, qui sont finalement des droits, on va dire, peut-être plus accessoires, mais qui montrent quand même qu'on a une citoyenneté de l'Union européenne avec diverses dimensions, c'est le droit à la protection diplomatique. L'idée est la suivante: si vous êtes dans un État tiers à l'Union européenne et que votre État dont vous avez la nationalité n'a pas d'ambassade ou de consulat, eh bien, vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle administration diplomatique d'un autre État membre de l'Union européenne. Celui-ci sera, l'État membre, sera tenu de vous apporter la même assistance qu'il apporte à ses nationaux. Donc, nous, en France, on n'a pas véritablement de difficultés puisque la France est un pays qui a une représentation diplomatique à travers le monde très importante, mais tous les États membres n'ont pas la même politique. Et donc, vous avez donc toujours cette possibilité. Et c'est une offre, entre guillemets, qui date depuis, elle aussi, très, très longtemps, qui préexistait au traité de Maastricht. Ensuite, le droit de pétition, eh bien, tout simplement, c'est dans le cadre des rapports qui existent entre un citoyen et des institutions de l'Union européenne, eh bien, vous avez le droit de saisir le Parlement européen pour un certain nombre de sujets afin que celui-ci puisse s'en saisir. On revient sur l'idée que j'évoquais tout à l'heure. Le Parlement européen est bien le représentant des citoyens
de l'Union européenne. Et donc, à ce titre, les citoyens peuvent le saisir pour l'interroger et éventuellement le faire agir, si j'ose dire. Mais on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le Parlement européen ne pourra pas, de son initiative, élaborer une proposition de directive ou de règlement. Nécessairement, ça ne reste que sur des aspects plus politiques que véritablement juridiques. Le droit de saisir le médiateur, il existe un médiateur européen, lui aussi, voilà, c'est ce que je évoquais, en cas de problème de mauvaise administration d'une des institutions de l'Union européenne, eh bien, les citoyens peuvent se plaindre auprès du médiateur. Alors ici, en fait, on est dans une situation un peu particulière parce que ce droit, même s'il est reconnu évidemment aux citoyens de l'Union européenne, il est reconnu à l'ensemble en fait des personnes qui sont en lien avec l'Union européenne. C'est-à-dire que finalement, un citoyen d'un État tiers qui aurait des difficultés avec une représentation de la Commission européenne dans son pays, eh bien, pourrait évidemment saisir le médiateur si celui-ci estimait que les institutions de l'Union européenne n'ont pas exercé leur mandat comme il le fallait. On a un médiateur de la République en France, donc le système du médiateur européen est évidemment identique. Voilà, il va instruire les plaintes, il va regarder si sur le plan administratif il y a eu des errements, des erreurs, et éventuellement il va apporter des correctifs, soit pour apporter une réponse aux citoyens qui l'a saisi, soit pour évidemment proposer des modifications institutionnelles. Le droit à la bonne administration, là aussi, ça concerne les rapports du citoyen avec l'administration européenne. L'idée ici est assez simple. Lorsque vous êtes en affaires, si j'ose dire, avec une institution de l'Union européenne, eh bien, vous avez droit, en tant que citoyen de l'Union européenne, eh bien, à être respecté. C'est-à-dire que globalement, une administration de l'Union européenne ne pourra pas prendre un certain nombre de décisions, notamment en tant qu'elles vous concernent individuellement, sans vous avoir offert la possibilité d'être entendu, d'avoir eu accès aux dossiers administratifs qui vous concernent et sans avoir une motivation des décisions. Le droit à la bonne administration vous offre aussi un droit à réparation lorsque une institution de l'Union européenne, eh bien, évidemment, a causé un préjudice à votre encontre. Le droit d'accès aux documents, ça complète un peu ce que je disais juste à l'instant. L'idée est assez simple. Vous avez le droit d'accéder évidemment à ce qui vous concerne, c'est la diapositive précédente, mais vous avez le droit aussi finalement à accéder à l'ensemble des documents consultables de l'Union européenne. Et donc, si jamais vous n'arrivez pas à trouver des documents, eh bien, vous avez le droit de faire des requêtes et pouvoir accéder, puisque vous êtes citoyen de l'Union européenne, vous avez le droit à la transparence de fonctionnement des institutions de l'Union européenne, et donc ce droit d'accès et la traduction de cette obligation de transparence qui s'impose aux institutions. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long ni trop rapide, et je vous remercie pour votre attention. Non, non, c'était très très bien, très concret. Alors, on a une question. Y a-t-il souvent des initiatives citoyennes qui aboutissent à une proposition de loi? Et je rajouterais, est-ce que vous avez un exemple à nous présenter? Alors, du coup, j'ai des exemples. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites, notamment en matière environnementale et autres. Comme je le disais, il n'y a pas de... Il y a moins de déchets, j'ai envie de dire, aujourd'hui, mais c'est tout à fait mal dit. L'initiative citoyenne européenne. Mais il y a un site dont la plateforme dont je vous ai parlé, voilà, est là. Je vais vous le partager, comme ça vous pourrez y accéder et vous trouverez en fait, elles sont regroupées. Le site est très bien fait, il est très simple. Je vais le mettre dans le fil de la conversation. Il est vraiment très bien fait ce site. Vous retrouvez toutes les possibilités.
l'idée, en fait, c'est que parfois les citoyens sont assez mécontents, puisqu'en réalité, ils ont fait une initiative, elle a été acceptée, mais en fait, la commission reste maître de l'initiative, donc elle peut modifier la proposition qui a été faite par les citoyens. Et donc c'est un peu de ce point de vue-là où on risque d'avoir, entre guillemets, un petit peu de déception. Mais il y en a un certain nombre qui ont abouti et qui ont fini comme proposition de texte et qui ont été adoptés à la suite du processus de la procédure d'initiative ordinaire. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais voilà, vous pouvez. Oui, merci beaucoup. Oui, on a le lien là dans le chat. Il n'y a pas eu d'autres questions justement dans le chat. Sylvain, est-ce qu'il y a des questions qui te sont parvenues avant la visio? Alors oui, je vais regarder ça tout de suite. On a effectivement 2 questions qui étaient arrivées. Je vais les retrouver tout de suite. En tout cas, c'est très intéressant pour Et je crois les qu'on a enseignants. personne de l'association qui devait intervenir également. Alors voilà les questions, hein, je les prends telles qu'elles sont posées. Comment évaluer l'effet des échanges de la mobilité européenne sur le sentiment européen? C'est compliqué. Vous pouvez la répéter? Comment évaluer l'effet des échanges et de la mobilité européen et le sentiment européen? Alors, comment l'évaluer? Ouais. Je ne sais pas. Mais je pense que la mobilité européenne a nécessairement un effet sur le sentiment européen. J'en veux pour preuve que l'ensemble de mes collègues qui enseignent le droit européen et pour mes collègues les plus anciens, qui sont émérites aujourd'hui, ils ont toujours eu le sentiment d'être européens parce qu'ils allaient au contact de leurs collègues ou d'étudiants qui étudiaient la même chose qu'eux. Et donc, il y a cette idée que finalement, d'une certaine manière, on parle le même langage. J'ai envie de dire aussi que la mobilité, c'est peut-être un peu plus trivial, mais la mobilité amène des situations de vie. Et le nombre de couples qui ont différentes nationalités européennes grâce à Erasmus, avec le nombre d'enfants nés de ces couples, entre guillemets, plurinationaux, ces couples européens, eh bien, il est très important et véritablement, on a des jeunes étudiants ou des jeunes parents, etc., qui vivent une autre vie, qui ont finalement un périmètre, une connaissance, une culture qui est nécessairement extrêmement élargie. Donc, je n'ai pas de moyen d'évaluer, mais vraiment par l'expérience qui est la mienne et des contacts des gens qui sont autour de moi, je suis persuadé qu'il faut voyager pour se sentir européen. Voilà, pas vraiment d'autres questions. Après, il y avait une question précision sur Etche, appel à projet, mais ça, c'est plutôt Erasmus+, c'est plutôt, enfin, on a une visioconférence la semaine prochaine, je pense que... Ouais, du coup, en plus, je ne sec. serais pas forcément le plus à même de connaître tous les aspects techniques de Erasmus+, mais c'est quelque chose de... Et c'est nécessairement en plus adapté, c'est-à-dire que les étudiants rencontrent peut-être des difficultés au départ, mais vraiment c'est un avantage même. Hein.
Après, une dernière question, comment promouvoir cette citoyenneté européenne, avoir des propositions d'activités, de débats, que peut-on faire avec les jeunes? Est-ce que vous avez quelques propositions à faire pour des enseignants qui souhaiteraient promouvoir cette citoyenneté européenne, des idées d'activités à faire avec les élèves? Bah, alors, disons que vous aviez proposé à l'association d'intervenir et je trouve que cette action, l'action qu'ils veulent mener, sur laquelle ils m'ont saisi aussi, est assez intéressante. C'est faire une petite BD, entre guillemets, euh, pour avoir, entre guillemets, la possibilité de susciter l'intérêt européen. Parce que je crois que le vrai problème, c'est que les jeunes aujourd'hui sont déjà accaparés par plein d'autres choses et donc l'Europe, ça leur semble bien loin. Euh, Après, ceux qui sont dans les zones frontalières ont peut-être un intérêt, enfin, une vision de l'Europe qui est un petit peu différente, mais sinon, pour les autres, c'est quand même assez compliqué. Donc, cette idée de BD me semblait intéressante parce que ça permettait, de manière assez ludique, d'offrir cette vision de l'Europe aux jeunes. Les conférences, les débats, je sais que c'est plus compliqué. Et je sais que dans la région dans laquelle je suis, hein, le Grand Sud-Ouest, eh bien, la question européenne n'intéresse pas, ne serait-ce que même les journalistes. Donc, il est difficile de de relayer ces éléments-là. Je sais que c'est compliqué. Je sais aussi que les étudiants en droit ne s'intéressent pas forcément particulièrement au droit européen, alors même qu'il y a du droit européen dans toutes les branches du droit. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a été acquis. Alors peut-être que d'ici quelques années, malgré le contexte qui est extrêmement horrible, le fait d'avoir la guerre à nos portes, l'avoir eu, cet confinement généralisé, tout ce qu'a pu faire l'Union européenne pourra peut-être éventuellement produire un effet différent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal à vous dire, ben voilà, la solution, c'est celle-ci. Oui, on avait également une école un petit peu particulière, l'école européenne de Strasbourg, qui était venue témoigner lors d'une précédente visioconférence. Donc un CPE qui s'appelle Édouard Caburet, qui fait une sorte de parlement européen avec les délégués de classe de différentes classes et qui a mis en place des débats avec d'autres pays européens. Donc, c'est des projets e-twinning qu'il fait de façon récurrente. Donc, on a aussi ce type d'exemple qui peut être vu en enregistrement puisqu'on a enregistré la visioconférence. Alors, les simulations qui peuvent exister, type simulation de Parlement européen, nous, c'est quelque chose qu'on effectivement on pratique dans le cadre de l'université ou dans le cadre de Sciences Po. Donc ça, effectivement, hein, ce sont des choses qui peuvent fonctionner, mais déjà nous, on le fait plutôt avec des étudiants qui sont quand même euh, d'un assez haut niveau. J'ai envie de vous dire, l'avantage, c'est Strasbourg aussi, c'est-à-dire que c'est une capitale européenne. Les jeunes, je pense, sont plus baignés dans le sentiment européen que ce qui peut être ailleurs dans d'autres lieux. Donc, je pense que aussi vraiment l'aspect géographique joue à plein, le fait d'être proche de l'Allemagne, d'avoir le Parlement européen d'un côté, la Cour européenne des droits de l'homme qui est une autre, voilà, qui ne relève pas de l'Union européenne, mais qui est véritablement une institution qui est phare de l'idée européenne. Peut-être que voilà, ça présente un intérêt et en tout cas une possibilité qui donne plus de résultats sur la motivation et sur l'intérêt que les habitants peuvent avoir de l'idée européenne. Alors, nous avons encore une question sur le chat. Pourquoi n'y a-t-il pas de devoir associé à ces droits? Donc, on n'a pas parlé de devoir. Alors, c'est c'est une très très bonne question, puisqu'en plus, un statut sur le plan du juridique est évidemment composé de droits et de devoirs.
Pourquoi pas de devoir? Parce qu'en réalité, on ne voulait pas véritablement d'avoir un véritable statut de l'Union européenne. Donc les devoirs, ils sont, si on regarde le citoyen français, quels sont ses devoirs? Il doit payer ses impôts. Vous pensez bien que les impôts, on ne va pas les laisser comme ça au niveau de l'Union européenne. Les devoirs, après, évidemment, de respecter la norme, bien souvent, la norme européenne est intégrée dans le droit national. Donc, tout un tas de choses. Donc, il y a bien des droits et des devoirs pour le citoyen de l'Union européenne, mais il passe par souvent cet épisode, enfin, ce vecteur national qui fait que on n'a pas créé de devoir spécifique envers l'Union européenne. Ça peut changer, évidemment, il suffit de prendre des mesures en ce sens. On pourrait avoir le devoir, des devoirs civiques, enfin, l'organisation d'un service civique comme un service militaire européen. Ça. Mais tout ça, en fait, même les services civiques européens qui peuvent exister, qui sont financés par l'Union européenne, eh bien, en fait, c'est sur la bonne volonté, c'est basé sur le volontariat des individus. Et donc, effectivement, il n'y a pas de devoir en tant que citoyen de l'Union européenne. Je crois que nous n'avons plus de questions dans le chat. Je ne sais pas si l'association est arrivée, là, si étudiante est... Non, je crois qu'on va pouvoir arrêter la visioconférence. Je te Ouais, laisse un mot de conclusion, Marilyn. Merci beaucoup pour cette conférence qui était très intéressante et qui clôture bien notre cycle de visio. Et puis, c'était très concret. Je pense que ça va... J'espère qu'elle va être très regardée aussi. Donc, merci pour tous ceux qui ont suivi nos visios. Je vous rappelle que vous pouvez les retrouver dans le groupe Élucité eTwinning et aussi sur la chaîne eTwinning, YouTube eTwinning France. Alors, le groupe, je pense, va rester ouvert. Je parle sous couvert de Sylvain. Vous pouvez toujours partager vos expériences dans le Padlet mutualisation et échange. Et nous vous remercions tous d'avoir partagé vos expériences, d'avoir partagé vos projets. Et nous vous disons à bientôt sur la nouvelle plateforme eTwinning qui ne saurait tarder maintenant. Merci, Monsieur Martin. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous.